Vous êtes architecte, vous recherchez le bon PC portable adapté à votre besoin et vous êtes totalement perdu. Trop de modèles, trop de specs, trop de fiches techniques. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, les rendus 3D et la charge logicielle qui est de plus en plus croissante, choisir le bon PC portable est d'autant plus crucial. Dans cette vidéo, je vous montre exactement comment choisir sans vous planter, les critères à prendre en compte, les erreurs à éviter et même des recommandations en fonction de votre budget. Pas trop de blabla, on rentre directement dans le vif du sujet. Ok, lorsque vous choisissez un PC portable pour l'architecture, il y a trois composants essentiels qu'il faut absolument prendre en compte. Il s'agit en premier du processeur, aussi appelé CPU, de la carte graphique, aussi appelée GPU, et de la mémoire RAM. Vous pouvez vous tromper sur les autres composants de votre PC, mais absolument pas sur ces trois-là. On commence par le processeur. Le processeur, c'est le cerveau de votre PC. C'est lui qui va s'occuper de la plupart des calculs dans vos logiciels d'architecture, qu'il s'agisse de Revit, Archicad, SketchUp et j'en passe. Le choix d'un bon processeur est donc crucial pour une machine destinée à faire de l'architecture. Mais comment reconnaître un bon processeur d'un mauvais processeur? Eh bien, il y a deux, trois trucs qu'il faut absolument connaître. La première chose, c'est qu'il existe deux marques principales de processeurs. Il y a Intel et AMD. Les deux sont de très bonnes marques, donc que vous choisissez l'une ou l'autre, il n'y a aucun souci à ce niveau. Par contre, chaque marque possède des gammes différentes, donc il faut savoir reconnaître les bonnes gammes pour l'architecture des mauvaises. Et pour différencier les gammes adaptées à l'architecture de celles qui ne le sont pas, il y a un chiffre à regarder. Il s'agit en fait de la puissance de votre processeur. Par exemple, dans la gamme Intel, vous verrez qu'il y a des Intel Core i3, Intel Core i5, 7 jusqu'à 9. En fait, plus le chiffre est élevé, plus le processeur est puissant. Pour de l'architecture, il faut absolument éviter tout ce qui est Intel Core i3 ou Ryzen 3 pour ce qui est du côté d'AMD. Prenez du i5 ou du Ryzen 5 au minimum. Et si vous avez un bon budget, allez sur du Core i7 ou du Ryzen 7. Et si vraiment vous avez un très bon budget, je vous recommande d'aller absolument sur la gamme Intel Core i9 et Ryzen 9. Mais attention, ce n'est pas tout. Chaque gamme contient deux sous-gammes qui sont divisées entre des processeurs haute performance et des processeurs basse performance. Pour de l'architecture, on veut absolument de la haute performance. Pour savoir si vous êtes devant un modèle haute performance ou non, vous devez regarder le suffixe qui est dans le nom du processeur. Pour les modèles haute performance, vous trouverez toujours un H dans la dénomination du processeur. Alors, pour que ça soit plus clair pour vous, petite démonstration en direct, je suis ici sur la boutique officielle de Acer. Donc, il y a différents modèles de PC portables, donc on va rapidement jeter un coup d'œil sur les processeurs. Par exemple, celui-là, le premier, l'Acer Aspire Go 15. On voit que en processeur, on a un Intel Core. Déjà, on a un i3. Donc, normalement, dès ce niveau-là, ce PC, on le zappe, il n'est pas adapté pour l'architecture. Mais on passe quand même, on voit que c'est un N305, donc il n'y a pas de H, double zap. Ce PC, il n'est vraiment pas adapté pour l'architecture. Alors, on continue pour le suivant. On a ici l'Acer Aspire 5, donc on voit que au niveau processeur, on a un Intel Core i5. Là, c'est bon, ça passe, c'est un entrée de gamme, c'est le minimum pour l'architecture. Ensuite, on voit qu'en suffixe, on a un 12450H. Le H, ça sous-entend que c'est un modèle haute performance, donc celui-ci, par exemple, il est totalement adapté pour de l'architecture. Par contre, ce Acer Aspire 5, on voit que bien que c'est un Intel Core i5, c'est un 1335U. Donc, on a un U à la place du H, c'est un modèle basse performance, donc on le zappe. Comme vous le voyez, c'est très simple, hein. Il suffit de vous cantonner à ces deux règles-là dans le choix de votre processeur et vous êtes sûr à 90% de ne jamais vous tromper dans le choix de votre processeur pour l'architecture. Passons maintenant à la carte graphique. Vous pouvez avoir le meilleur processeur du monde, mais si votre carte graphique est faible, votre machine s'écroule dès le moment où vous voulez lancer un rendu 3D. Car oui, la carte graphique, c'est elle qui vous permet de faire tourner Twinmotion, Lumion, Enscape, D5 Render et autres logiciels de rendu d'architecture de façon fluide et efficace. C'est elle aussi qui vous permettra de faire de l'intelligence artificielle en local au cas où vous prévoyez de le faire un jour. En résumé, si vous touchez à la 3D, au rendu ou à l'intelligence artificielle, une bonne carte graphique, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Mais c'est quoi une bonne carte graphique pour l'architecture? Eh bien, c'est très simple, on peut la résumer en deux mots: NVIDIA RTX. Ne vous faites pas avoir par les Intel Iris, AMD et autres solutions intégrées. Ici, on recherche une carte graphique dédiée, une NVIDIA RTX et pas n'importe lesquelles. Au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes à la génération 5000 de NVIDIA RTX. Donc on a des 5050, des 5060, des 5070 jusqu'à 5090. Et bien sûr, comme avec le processeur, plus le nombre est élevé,
plus la carte graphique est puissante. Pour de l'architecture, je vous recommande en entrée de gamme de prendre au minimum une Nvidia RTX 5060. C'est une carte qui a un bon rapport performance-prix et qui conviendra à la plupart des logiciels de rendu d'architecture. Mais si vous avez un bon budget, allez sur une Nvidia RTX 5070 ou 5080. Mais si vous voulez le top du top, allez sur une Nvidia RTX 5090. Avec cette carte graphique, aucun logiciel ne va vous résister. Vous pouvez même faire de l'IA en local de façon très fluide, mais cette carte graphique à un prix, elle est vraiment très coûteuse. La plupart des architectes n'auront pas besoin de toute cette puissance, mais si vous avez le budget pour, alors autant vous faire plaisir. Alors comme tout à l'heure, petite démonstration, on revient sur le site d'Acer. Tout à l'heure, on avait validé le processeur de l'Aspire 5 qui est juste ici avec un Core i5 12450H. Par contre, lorsqu'on descend ici, on voit qu'il a une Intel UHD Graphics avec mémoire partagée. Donc ce PC ne dispose pas d'une Nvidia RTX. Il est donc éliminé pour de l'architecture, bien qu'il possède un bon processeur. Donc il peut arriver qu'un PC coche certaines cases et qu'il n'en coche pas d'autres. Donc c'est un critère auquel il faut prêter attention. Par contre, lorsque je viens sur la fiche technique de ce Asus ROG Strix G18 sur le site de la Fnac et que je descends dans les caractéristiques, je vois que dans le processeur, il a un Intel Core Ultra 9, ce qui est excellent. Et on voit que c'est aussi un processeur haute performance. Et comme carte graphique, on peut voir qu'il dispose d'une Nvidia RTX 5060. Donc ce PC coche à la fois la case de la performance du CPU, donc le processeur, mais aussi celui du GPU, la carte graphique. Donc ceci est un bon PC pour l'architecture. On passe maintenant au dernier composant important de votre PC portable pour l'architecture, la RAM. La RAM, c'est ce qui permet à votre PC de garder plusieurs logiciels ouverts en même temps sans ramer. Donc c'est de là que vient l'expression, sans ralentissement. En architecture, on n'ouvre pas juste Word et YouTube. On utilise vraiment des logiciels qui sont gourmands en ressources. Très souvent, on a Revit, SketchUp, Photoshop et 2 ou 3 PDF ouverts sur le côté. Donc ça demande pas mal de RAM. Du coup, quelle quantité choisir? Eh bien, c'est très simple. 16 Go de mémoire RAM, c'est le strict minimum. N'allez jamais en dessous de cette quantité. C'était bien en 2020, mais aujourd'hui, c'est vraiment devenu le strict minimum. Si vous le pouvez, allez sur des quantités plus élevées. Par exemple, 32 Go, c'est généralement ce que je recommande pour être vraiment à l'aise. Et si vous avez le budget, que vous travaillez sur des gros projets ou bien que vous aimez énormément faire du multitâche, par exemple avoir plusieurs logiciels ouverts en même temps, eh bien, allez sur du 64 Go, là vous serez vraiment très à l'aise. Mais rassurez-vous, contrairement au processeur et à la carte graphique, la mémoire RAM c'est quelque chose que l'on peut changer la plupart du temps dans un PC. Par exemple, on peut passer de 16 Go à 32 Go en rajoutant des barrettes RAM. Ça dépendra des modèles. Certains modèles ont une RAM directement soudée sur la carte mère, donc cette évolution n'est pas possible. Mais la plupart des PC portables le permettent. Donc contrairement au CPU ou au GPU, vous pouvez vous permettre d'avoir une quantité de RAM qui est faible au départ, étant donné que vous pouvez l'évoluer par la suite. Partie 2, les petites erreurs à éviter. Les petites erreurs qui n'ont l'air de rien mais qui peuvent vous faire regretter l'achat de votre PC. Vous l'aurez compris, ce ne sont pas des erreurs graves, mais un PC portable c'est au moins 1 million d'euros dépensés, donc autant éviter de faire des erreurs qui peuvent nous frustrer à la longue. On commence par le stockage. Aujourd'hui, beaucoup de PC sont vendus avec 512 Go de stockage. Mais entre vos logiciels, les fichiers de vos projets, 512 Go, ça peut se remplir facilement en 2 mois. Et vous allez très vite vous retrouver à faire constamment le ménage dans votre fichier pour libérer de l'espace. Mon conseil, prenez 1 Tera minimum de stockage. Et si vous vous procurez quand même un PC avec seulement 512 Go, je vous recommande de l'accompagner avec un SSD externe d'1 Tera ou plus. Je vous mettrai les liens dans la description. Deuxième erreur, pas de pavé numérique. Alors, ça peut paraître anodin, mais en architecture, on utilise énormément le pavé numérique, notamment pour taper les codes, les dimensions, etc., etc. Donc, on se retrouve à taper des chiffres, en fait, constamment toute la journée. Et un pavé numérique, ça fait vraiment la différence en termes de productivité. Ce n'est pas essentiel dans un PC portable, mais quand il y a un pavé numérique, c'est vraiment un plus. Troisième erreur, les PC trop fins. Ok, je l'avoue, les PC ultra fins, c'est vraiment très beau, c'est très design. Mais la plupart du temps, dès que vous lancez un rendu, ça ralentit, ça chauffe et parfois ça plante. Pourquoi? Parce que les systèmes de refroidissement sont insuffisants. Et bien qu'on aime bien que ça soit beau, notre PC portable, c'est surtout un outil de travail. Donc on veut avant tout un PC efficace, éviter les PC ultra fins et préférer les PC qui sont bien ventilés. Autre erreur assez courante, en fait, un trop petit écran. Je vois souvent des architectes qui utilisent des PC portables de 14 pouces. C'est vraiment très petit. Je recommande minimum un 15,6 pouces ou maintenant 16 pouces qui est devenu à peu près la norme standard, qui est à la fois une taille assez confortable pour travailler mais aussi pas trop grande pour être facilement transportable. Et enfin, dernière erreur, acheter un MacBook.
Alors, je vous cache pas que j'adore les MacBooks. J'en possède d'ailleurs un que j'aime beaucoup, mais force est de constater qu'il n'est pas la meilleure machine pour de l'architecture, pas pour des raisons de performance, mais plus pour des raisons logicielles, pour des raisons de compatibilité. Certains logiciels essentiels à notre métier n'existent tout simplement pas sur Mac de façon native. Le logiciel le plus connu, c'est bien sûr Revit, mais il n'est pas seul. Lumion non plus n'existe pas sur Mac, de même que Dessin Render et d'autres logiciels. Bien sûr, il y a des astuces pour pouvoir installer Windows sur Mac, mais du coup, quelle utilité de prendre un MacBook si finalement c'est pour installer Windows dessus? Donc personnellement, je vous recommanderais d'éviter les MacBooks pour de l'architecture, à moins que vous ne connaissiez votre workflow du bout des doigts. Vous savez exactement quel logiciel vous allez utiliser et vous êtes sûr qu'ils sont bien disponibles sur macOS. Dans ce cas, vous pouvez vous permettre de travailler sur Mac. Mais dans le cas contraire, je vous recommande d'éviter les MacBooks. Prenez un PC Windows, c'est plus flexible, plus évolutif et moins de tracas. Beaucoup me demandent quel modèle précisément tu me recommandes. Mais la réalité, c'est que le marché change tout le temps. Je peux faire une recommandation qui sera obsolète dans un an ou deux. C'est pourquoi, plutôt que de vous faire une recommandation directement dans la vidéo que je ne peux pas modifier par la suite, j'ai rédigé un article où je liste les PC portables que je vous recommande en fonction de votre budget. Donc, vous trouverez des PC portables pour les petits budgets, pour les moyens budgets et pour les gros budgets. Je mets à jour cet article à peu près chaque 2 semaines, donc vous êtes sûr à peu près que vous avez les meilleures recommandations du moment. Si vous voulez consulter cet article, je vous mettrai le lien dans la description. Mais dans cette vidéo, je vais quand même vous donner quelques profils types avec les caractéristiques à viser en fonction de votre budget. Si vous suivez ces specs, vous êtes à peu près certain de ne pas vous tromper dans votre choix. Je vous les affiche à l'écran, vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour les noter. Il y a le premier profil qui est à destination des étudiants ou des débutants en architecture. Le deuxième profil pour les architectes indépendants ou les agences en petite équipe. Et enfin, le dernier profil pour les architectes ayant un gros budget ou qui travaillent sur de très gros projets qui veulent faire de l'IA ou des rendus intensifs. Voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il faut pour choisir votre PC portable pour l'architecture. J'espère que cette vidéo vous a été utile et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. C'était Isaka et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.